Bonjour, bonsoir à tous. Georges Tchente d'Info, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner. N'oublie pas surtout de cliquer sur aimer et n'oublie pas de laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'apprentissage du langage JavaScript. Et comme d'habitude dans nos vidéos, nous allons nous inspirer, nous allons nous baser sur un énoncé type, généralement examen, et à partir de là, nous allons comprendre les différentes notions qui sont liées au langage JavaScript. Installe-toi, ça va bientôt commencer. Alors nous allons commencer directement par notre énoncé. Alors vous observez, là j'ai un code que vous observez à l'écran. Alors juste en bas, j'ai un texte. Généralement on appelle cela dans les classes du premier la situation problème. Je vais lire rapidement. Le grand frère de Toto a édité le code source d'une page web dynamique sur le net. Il a obtenu le code ci-dessus. Il fait appel à lui pour l'aider à mieux comprendre ce code. Alors, quand vous avez ce genre de texte, la première chose, quand il s'agit d'une situation problème, la première chose à faire, c'est de chercher à maîtriser les mots-clés du texte pour mieux comprendre ce qu'on demande dans ce texte. Alors ici, on dit, le grand frère de Toto a édité le code source d'une page web dynamique. Alors, vous voyez, le dynamique est en rouge. Alors, j'ai notre ami Toto qui est juste en bas, qui qui se pose des questions, à savoir, c'est quoi une page web dynamique? Nous allons reprendre tout à l'heure dans la suite de notre vidéo. Alors, lorsqu'on parle de code source, le code source, c'est quoi? C'est ce code que vous observez juste à l'écran. Alors, on va donc commencer par la première préoccupation. Définir page web dynamique. Alors, si on parle de page web dynamique, c'est qu'il y a page web statique. Alors, que nous propose? On va travailler avec des personnes fictives que je vais envoyer constamment au tableau de manière fictive qui vont nous proposer des solutions. Par la suite, nous allons donner des appréciations et des justifications, si possible des explications. Alors, nous avons cette dame qui nous propose, en fait c'est une élève, qui nous propose une page web dynamique est une page dont son contenu varie en fonction des caractéristiques de la demande. Je dirais que c'est correct cette proposition. Alors, pourquoi? Je vais un peu expliquer. Alors, il dit, une page web dynamique est une page dont son contenu varie en fonction des caractéristiques de la demande. Alors, quand on dit la demande, il s'agit de quoi? Si vous avez votre page Facebook, vous avez votre compte Facebook, chaque fois, si à un moment donné, vous vous déconnectez, après quelques heures, vous voulez vous connecter à votre page en entrant votre nom et votre mot de passe. Ça, c'est une demande. La demande, c'est quoi? Vous voulez, par exemple, avoir accès à votre page de nouveau à l'instant ou à l'instant T. Alors, à ce moment donné, vous allez avoir, par exemple, sur votre page, d'autres informations qui ne sont plus les informations que vous avez il y a de cela quelques heures. Donc, vous allez voir d'autres publications qui ont été partagées, qui ont été postées et qui sont largement différentes de ce qui a été posté il y a de cela 2 heures. Là, je vais dire la page Facebook, dans le site Facebook est dynamique parce que vous voyez le contenu varie en fonction de la demande. C'est pas le même contenu qu'on va observer à tout moment. Alors, on va maintenant également de manière paradoxale, on va dire elle a dit une page web statique est une page dont le contenu ne varie pas en fonction des caractéristiques de la demande. Ah oui, c'est le contraire. Donc ça ne varie pas quelle que soit la demande. Ça veut dire si vous avez un site web où chaque fois que vous consultez le site web, vous retrouvez toujours les mêmes informations, alors on va dire que cette page web est statique. C'est exactement comme une cassette radio. Si vous mettez une cassette radio, à chaque fois que vous voulez lire, vous allez suivre la même chose. Vous allez suivre les mêmes informations dans cette cassette. Alors, on va dire, par exemple, que cette cassette est statique. Alors que si vous prenez un poste radio et que vous captez une chaîne, après 1 heure, quelques minutes, chaque fois que vous allez demander à capter cette chaîne, vous n'allez plus suivre les mêmes informations. C'est ça qu'on appelle dynamique, dont le contenu change. Alors, très bien, on va passer à la deuxième question. Donner 2 langages utilisés dans le code ci-dessus. Alors, vous avez le code devant vous. Alors, on va envoyer 3 autres personnes. Donc, vous voyez là,
il y a le premier qui va nous proposer HTML. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dirait que c'est correct. On va voir le deuxième qui nous propose CSS, c'est correct. Le troisième qui nous propose JavaScript, c'est correct. Alors, lorsqu'on vous donne un code comme ce qui est en haut, on vous demande d'identifier les langages. Essayons de justifier ce que nos amis ont proposé. Alors, le premier qui a proposé HTML. Comment savoir s'il y a du HTML, le code HTML, le langage HTML dans un code? Il faut juste identifier les balises. Vous savez, le HTML est un langage de balises. Alors, une balise, c'est quoi? C'est généralement caractérisé par des crochets. C'est-à-dire caractère inférieur, supérieur. Regardez à l'écran par exemple. Voilà par exemple, alors, d'abord ce que veut dire HTML, qui veut dire Hypertext Markup Language. Regardez bien. Faites attention aux mots en rouge. Ce sont des mots qui doivent être, des lettres qui doivent être en majuscule. Et le langage HTML en réalité signifie, en fait, en définition, c'est un langage universel utilisé pour communiquer sur le web. Alors, si on veut identifier dans ce langage-là, regardez la flèche bleue juste en haut, vous verrez que là, c'est une balise. On a la balise HTML, il y a la balise head. Toutes ces balises permettent de dire que donc, on a fait un langage HTML. Alors, regardez donc, s'il s'agit concernant le JavaScript, alors c'est quoi d'abord le JavaScript? Le JavaScript est un langage de programmation inclus dans les pages web destinées aux navigateurs www les plus courants. J'ai bien dit un langage de programmation inclus dans une page web destinée aux navigateurs www les plus courants. Alors pourquoi on dit que pourquoi dire que les navigateurs les plus courants? C'est tout simplement dire que le JavaScript n'est pas interprété par toutes les versions de navigateurs. Nous allons voir par la suite tout à l'heure que cela se présente comme un inconvénient. C'est-à-dire que toutes les versions de navigateurs, si j'ai par exemple Mozilla Firefox, ce n'est pas toutes les versions de Mozilla Firefox qui vont interpréter mon langage JavaScript. Donc, alors, si on veut identifier dans le langage JavaScript dans notre code, vous observez là, en rouge souligné, la balise script language est égale à JavaScript. Alors, lorsque vous observez déjà cette balise script language égale à JavaScript, ça, c'est une balise qui permet d'introduire, qui permet d'insérer un langage JavaScript dans une page web. Alors, on peut également regarder là, regardez encadré là. Là, voilà tout le code de JavaScript de la ligne 4 à la ligne 9. Donc, cela est inséré plus particulièrement dans l'entête. Regardez bien, c'est entre les balises head. Head se trouve à la deuxième ligne. Donc, on peut également vous poser la question, où a-t-on inséré le code de JavaScript dans une page web? Je vous rappelle qu'on peut insérer le code de JavaScript de trois manières. Dans l'entête, comme cela se présente dans notre figure. Dans le corps, regardez juste à droite là. Regardez, on a également le code de JavaScript dans le corps, c'est-à-dire entre les balises body. On peut également insérer le code de JavaScript dans un fichier externe avec l'extension .js. Je répète, on peut insérer le code de JavaScript de trois manières. Dans l'entête, comme on observe sur notre code, là à gauche, dans le corps de la page, comme on observe juste à droite, et également dans un fichier externe avec l'extension .js. Alors, passons à la troisième question. Donnez la structure minimale d'un programme JavaScript. Alors, comme on a vu dans notre précédente vidéo, pour créer une page web, il faut connaître la structure minimale de la page web. De la même manière, si vous voulez écrire un petit programme JavaScript, il faut connaître la structure minimale d'un programme JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose cette dame, cette demoiselle? Alors, elle nous dit qu'il y a deux possibilités. Il y a la première possibilité, vous l'avez sur l'écran, ou encore une deuxième possibilité juste en bas. Nous allons commenter tout à l'heure. Alors, je dirais d'abord que c'est correct, ce qu'elle a proposé. Alors, s'il faut justifier, vous voyez par exemple, on a dit script language est égal à JavaScript. À l'intérieur, vous mettez le code de source. Le code de source, c'est le code de JavaScript dont vous l'écrivez. À la fin, vous fermez script. Alors, regardez également la deuxième possibilité. On peut également dire script type est égal à texte barre JavaScript. On met le code de source et on ferme script. Donc, on peut utiliser l'une de ces deux possibilités. Alors, s'il faut faire la différence, la première possibilité, par exemple, a été utilisée, en fait, est très utilisée. Pourquoi? Parce que ça permet aux navigateurs, à certains navigateurs de vieilles versions d'interpréter le code JavaScript. Donc, lorsque vous utilisez donc cette première syntaxe,
vous avez quand même l'assurance qu'il y a certains navigateurs de vieille version qui pourront facilement interpréter votre code JavaScript. Ou alors, si vous utilisez la deuxième syntaxe, alors cette deuxième syntaxe est utilisée particulièrement sur le HTML4 et sur le HTML5. Pour utiliser la deuxième syntaxe, on ne met plus type égal à texte barre JavaScript, on met simplement script. On ferme la balise et on met la balise fermante en bas. Donc voilà la différence les deux. Donc l'un c'est pour l'HTML4, c'est donc vraiment contrôlé pour l'HTML4. L'autre est beaucoup plus utilisé parce qu'il permet à certains navigateurs de vieille version d'interpréter votre code. Dans tous les cas, les deux syntaxes sont corrects. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre aux examens officiels. Alors nous évoluons. 4. Donner quelques avantages du JavaScript. Alors c'est très évident. On ne peut pas utiliser un langage sans connaître ses avantages. Alors, quels sont les avantages? Alors, elle nous propose ça comme avantage. Je dis, c'est correct. Alors, regardez la première flèche. Elle nous dit, permet de vérifier la saisie des données dans un formulaire. Effectivement, lorsque vous connectez sur votre page Facebook, on vous demande votre nom. On vous demande, par exemple, on vous demande votre adresse mail ou numéro de téléphone, votre mot de passe. Si vous ratez votre mot de passe, le langage JavaScript doit être capable de vous dire, à travers une boîte de dialogue ou un message, vous dire que le mot de passe est incorrect. Donc le but du JavaScript, c'est contrôler la saisie. Ça doit vérifier que l'information que vous écrivez, vous portez dans un formulaire, soit exactement ce qui a été mentionné lors de la création de votre compte. Alors deuxièmement, la gestion de la navigation. Alors on sait ce que c'est que la navigation sur une page web, dans le fait de naviguer, ça c'est également notre point. La gestion de la date et l'heure, ah oui, pour permettre à l'heure, donc l'heure qu'on observe généralement dans des systèmes, sur des pages web en train de tourner. Je vous rappelle qu'on peut programmer dans la gestion une date et l'heure avec du langage JavaScript. Les animations graphiques, vous voyez souvent des animations qu'on peut faire sur des pages ou des sites web lorsque vous êtes connecté, des images qui sont souvent très animées. Alors, on peut le faire également avec JavaScript. Le calcul simple suite à des saisies de formules. Ah oui, on peut le faire aussi. Vous pouvez vous connecter sur un site de e-commerce et que vous voulez par exemple faire des achats. Une fois que vous avez fait des commandes, cliquez sur quelques articles à commander. Alors, grâce au JavaScript, les différents prix des articles à commander peuvent être calculés. On peut calculer le montant total de la facture de vos articles automatiquement sur la page web. Vous observez avant de passer votre commande. Ah oui. Alors, cinquième question. Donner quelques inconvénients ou limites du JavaScript. Oui, toute technologie qui a des avantages a également des limites. Alors, quels sont les inconvénients donc? Alors, on a cette demoiselle qui nous propose ceci. Alors, c'est correct. Essayons un peu de lire et justifier. Il n'est pas compatible avec tous les navigateurs. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le JavaScript est un langage qui, logiquement, est interprété uniquement par les navigateurs récents. Ça veut dire qu'il y a certaines versions de navigateurs qui ne permettront jamais d'interpréter votre code JavaScript. Alors, ce qu'on dit n'est pas compatible. Il ne permet pas, c'est le premier élément. Deuxièmement, il ne permet pas de lire et d'écrire les données sur le disque dur du visiteur et serveur. Oui. Il ne permet pas de lire. Donc, vous ne pouvez pas générer un fichier donc, sur votre disque dur. Donc, sur le disque dur, ça veut dire vous en tant que visiteur ou du serveur. Ce n'est pas possible. Il ne permet pas de s'interfacer avec une BD. Oui, ça veut dire que logiquement, c'est un langage qui est exécuté seulement du côté client. Généralement, aux examens, on demande souvent justifier l'affirmation suivante. Le JavaScript n'est exécuté que du côté client. Oui, c'est parce qu'il ne permet pas donc de s'interfacer avec un BD. Interfacer veut dire communiquer. Donc, il ne permet pas donc d'établir un lien entre la base de données et lui. Il n'est exécuté que du côté client. Donc, il ne gère que les utilisateurs. Alors, autre chose, il n'est pas sécurisé. C'est très important. Le code de JavaScript. Étant donné qu'il n'est qu'exécuté du côté, interprété du côté, le JavaScript est interprété du côté client, on va donc dire qu'il n'est pas sécurisé. Tout ce qui est interprété généralement uniquement du côté client n'est pas interprété, n'est pas sécurisé. Alors, sixième question. Donner l'extension du fichier contenant uniquement le code de JavaScript. Alors, on va voir ces trois propositions. Première proposition, .html, c'est faux. On avait vu que le .html, c'est uniquement un fichier qui contient
c'est un fichier qui contient uniquement du code, en fait, qui contient du code HTML et d'autres langages. Donc, s'il n'y a pas du HTML dans votre code, on ne peut pas parler de .html. Mais s'il y a déjà du code HTML, alors quel que soit le langage, .html est dominant. Mais ici, on parle de uniquement le code de JavaScript. Donc, .cs, c'est faux. .cs, c'est pour un fichier qui contient uniquement du CSS. Alors, .js, c'est correct. Donc, c'est .js. .js, c'est uniquement du code de JavaScript. Septième question. Donnez 2 catégories de logiciels utilisés pour concevoir cette page web. Donnez également des exemples. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous dit il y a les éditeurs de texte comme première catégorie. Alors, on sait que les éditeurs de texte, généralement, c'est vrai. Alors, je te permets d'éditer un code source. Alors, exemple, bloc-notes, Notepad++, Crépédic, etc. Il y a également des navigateurs. Une fois que vous avez déjà édité le code, à la fin, il vous faut visualiser le résultat sur un navigateur. Alors, quels sont les navigateurs? On a Mozilla Firefox. Comme vous observez, il faut observer également le symbole qui identifie Mozilla. On a Opera Mini, il y a Google Chrome, il y a Safari. Donc, tout ce qu'on en dit là, c'est correct. N'oubliez pas également qu'il y a Internet Explorer, qui a généralement le symbole de E que je n'ai pas mis ici. Mais attention, beaucoup d'élèves ont tendance à confondre ce E avec Equinox. Non, E là, c'est Internet Explorer. Alors, on évolue. 8. Relevez les variables dans ce code en précisant leur portée. Alors, elle va nous proposer quoi? Voilà les variables. C'est d'abord quoi une variable? Quelle est la bonne définition de la variable? La variable est un objet dont le contenu peut changer au cours de l'exécution d'un programme. Je répète, la variable est un objet dont le contenu peut changer au cours de l'exécution d'un programme. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple de la vie. Si vous prenez par exemple un champ rectangulaire, alors la longueur de ce champ est une variable parce que si vous avez 10 champs, la longueur ne sera jamais intacte, ne sera jamais la même valeur. Vous prenez la largeur est une variable parce que ça ne va jamais changer. Alors si vous prenez dans une formule, vous utilisez pi, quelle que soit la formule, pi aura toujours la même valeur. Là-bas, on généralement parle de constante. Alors regardons dans notre code. Elle demande d'identifier les variables. Alors regardez bien, elle nous a proposé les variables A. Donc, je dirais d'abord que c'est correct. Alors, elle a proposé donc 2 types de variables. Il y a ce qu'on appelle les variables. Elle a proposé A, B, S. Alors, regardez bien là sur l'écran. Voilà, encerclé là. Vous avez vu, il y a A, B, S. Ça sont des variables. Alors, pour reconnaître d'abord une variable, comment on fait? On peut reconnaître une variable avec var derrière la variable, ou alors sans var. Mais l'essentiel, par exemple, s'il s'agit d'une fonction comme le cas, les variables peuvent être prises en parenthèse devant la fonction. On parle de paramètres comme la A et B. Ou alors, on peut avoir devant la variable égale. Égale là, ici, c'est affectation. On ne parle pas d'égalité ici. Donc, en fait, quand je dis égal, c'est juste pour vous montrer de quoi il est question. Regardez la ligne 6. Égale là. Ça veut dire que pour affecter une valeur à on affecte généralement une valeur ou un élément à une variable. Donc le F là est une variable parce que vous voyez, on affecte quelque chose. Elle reçoit quelque chose. On a les A, B déclarés. Alors lorsqu'une variable comme ces 3 variables sont utilisées sans utiliser var, comme parce que là on n'a pas utilisé var, on parle de type de déclaration implicite. Une déclaration est implicite lorsque la variable n'est pas précédée de var. Et généralement, lorsqu'une variable n'est pas précédée de var, on dit sa portée est limitée. On parle de portée locale. Parce qu'il y a 2 types de portée. Il y a ce qu'on appelle portée locale et globale. Locale veut dire que sa visibilité est limitée, alors que globale veut dire que sa visibilité est globale. Donc, elle est visible dans tout le programme. Donc, A, B, S sont des variables. Comme il n'y a pas, et n'ont pas été déclarés avec var, sans var, on va dire que le type de déclaration est implicite et par conséquent une portée locale. Regardez dans les autres, on a à droite, on a séquence 1, SQU1, SQ2, SQTR1. Là, ce sont des variables utilisées avec var. Utilisation de var. Alors là, on va dire que le type de déclaration est explicite. Quand il y a var, c'est type de déclaration, le type de déclaration. Donc, on vous demande le type de déclaration, évidemment, est explicite. Et la portée, généralement, de ces variables est globale. C'est ce que ça veut, je peux dire.
Alors, neuvième question, relever une instruction de lecture, d'affichage et d'affichage. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous dit l'instruction de lecture, c'est prom, entrer la note, et l'instruction d'affichage, alerte. Je dis c'est correct. Alors, lecture veut dire, quand une instruction de lecture, c'est une instruction qui permet de récupérer une valeur saisie par l'utilisateur au clavier. Regardez bien sur notre écran, à la ligne 13. Et généralement, c'est prompt. Prompt, quand on vous demande de relever exactement tout ce que vous voyez. Donc, l'instruction comme au niveau de prom, il faut prendre également entrer la note de la première séquence jusqu'à point virgule. Alors là, c'est prompt. Alors maintenant, l'instruction d'affichage. Affichage veut dire, en français facile, afficher. Donc quelque chose qui est affiché. Alors on peut utiliser document.write pour afficher. On peut utiliser également alert. Mais dans notre code, on utilise alert. Comme vous voyez là, à la ligne 16. Alert permet d'afficher donc le contenu de la variable tr1. Et généralement, alert est donc considéré ici comme une boîte de dialogue. Donc, c'est également une instruction d'affichage. Dixième question. Identifier la fonction utilisée dans ce code. Et dit ce que fait cette fonction. Alors, que nous propose cette demoiselle? Alors, elle nous dit la fonction ici est nommée moyenne. Je dirais que c'est correct. Alors, pour identifier la fonction, regardez là. On a souligné la ligne 5. Pour identifier le nom d'une fonction, ou bien pour identifier une fonction, la fonction en Java qui commence par function, avec U, c'est en anglais. Après avoir mis function, vous mettez le nom de la fonction, comme là, le nom de la fonction ici, c'est moyenne. Et maintenant, entre parenthèses, A et B représentent ce qu'on appelle les paramètres. Si on demandait quels sont les paramètres de cette fonction, vous allez dire A et B. Ou bien les arguments. On appelle encore les paramètres ou les arguments. Donc, entre parenthèses, A et B, ce sont des paramètres, sont des données que cette fonction prend en entrée pour déterminer un résultat. Alors, on demande donc que fait cette fonction. Elle dit, cette fonction, elle prend en entrée deux nombres, puis calcule la moyenne de ces deux nombres convertis en entier. Bien sûr. Alors, vous voyez là, donc, regardez bien là. Après avoir pris les A et B en paramètres, comme on a dit tout à l'heure, qui sont deux nombres quelconques, vous voyez donc que S reçoit, donc égal, ça veut dire recevoir. Pass in de A plus pass in de B divisé par 2. Pass in ici veut dire quoi? C'est un convertisseur. Donc le pass in sera sûr de convertir la valeur, le nombre A en entier. Pass in veut dire convertir en entier. Donc pour être sûr que quand on effectue la moyenne, le A là ne soit pas une chaîne de caractères, mais qu'il soit en entier, on met donc pass in de A plus pass in de B divisé par 2. Si vous additionnez deux nombres, vous divisez par 2, on obtient la moyenne. C'est ce qu'on appelle la moyenne. Et en bas, vous voyez, on a mis à la ligne 7, return S. Donc, après avoir calculé cette moyenne, on retourne cette moyenne dans la variable S. Donc, par conséquent, cette fonction prend en entrée deux nombres qui est A et B pris en paramètre, calcule la moyenne de ces deux nombres, convertit en entier, puisqu'on vous a montré comment c'est converti, et retourne donc le résultat. 11e question. Suite à une mauvaise manipulation, le frère de Toto a commis des erreurs dans ce code. Corriger ces erreurs en précisant les lignes concernées. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose? Alors, je dirais que c'est correct sans même lire parce que c'est intéressant. Alors, elle dit, la ligne 6, S est en majuscule. Alors, regardons la ligne 6. Alors là, la ligne 6, là, regardez 6 et 7. Alors, le JavaScript est un langage sensible à la casse. Ça veut dire quoi, sensible à la casse? Casse veut dire que c'est en écrit C-A-2-S-E. Sensible à la casse veut dire la majuscule et la minuscule, c'est pas la même chose. Si je déclare une variable en majuscule, après j'utilise plutôt cette variable en minuscule, ça va signaler une erreur. Il y aura une erreur dans mon code. Regardez la ligne 6. If S est utilisé et déclaré en majuscule, mais au niveau de retour de la valeur de S, on a utilisé S minuscule. C'est une erreur. Normalement, si on utilise S majuscule, on doit utiliser S majuscule jusqu'à la fin du code. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit S est en majuscule à la ligne 6. Donc, il y a un problème parce que à la ligne 7, on utilise la minuscule. Alors, maintenant, ligne 12, on a écrit langage au lieu de language. Très important. Regardez là la ligne 12. J'en sais clé. Alors, au niveau de la balise pour insérer le code de JavaScript, c'est language, c'est en anglais. Jamais aux examens officiels, on vous piège avec ce genre de questions parce que généralement on met langage et les gens tombent là sans savoir. Alors sachez que généralement c'est un piège, c'est language, il faut bien vérifier le U manquant là. À la ligne 3, il manque slash sur script. Regardez bien là, il faut être vigilant. Quand il n'y a pas le slash, ça veut dire que ce n'est pas une balise fermante. Pourtant, ça devrait l'être. À la ligne 17. Alors,
Dernière question. En supposant que l'on saisisse les moyennes suivantes, 12, 15, donnez le résultat qu'on obtiendra à l'écran. Que fait ce code? Alors, elle nous propose quoi? Elle nous propose qu'après calcul, 12 plus 15 divisé par 2 égale à 13,5. On aura l'affichage de 13,5 dans une boîte de dialogue. Alors, je dirais que c'est correct. Alors, regardez à l'écran, là, comme j'ai encerclé, on a dans le code, dans le corps, puisque le programme s'exécute beaucoup plus dans le corps. Regardez bien la ligne 13, on a deux variables, on a séquence 1, SQU1, SQU2. C'est deux variables qui vont recevoir, qui vont recevoir les valeurs qu'on va saisir, c'est-à-dire qu'on saisit quelles valeurs? Les moyennes, 12 et 15. Donc, dans séquence 1, on aura 12, dans séquence 2, on aura 15. Après avoir obtenu 12 et 15, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez là, à la ligne 15. On va voir la variable TR1 va recevoir moyenne. Moyenne, c'est la fonction qu'on a déclarée tout à l'heure. Donc, et qui va prendre quoi en paramètre? Qui va prendre les valeurs séquence 1, séquence 2, qui n'est autre que 12 et 15. Et on a dit que c'est la moyenne. La moyenne calcule la moyenne de deux nombres. Donc, on va voir que ça va calculer dans la moyenne de deux nombres. Elle calcule la moyenne de deux nombres, c'est quoi? Regardons dans la fonction moyenne à la ligne 5,6. Elle va additionner la moyenne, c'est-à-dire additionner 12 et 15, c'est-à-dire 12 plus 15, divisé par 2 et retourner dans la variable f. Alors, ensuite, là, à la 16e ligne, alerte va afficher donc le résultat qui sera dans TR1, qui sera donc quoi? 13,5, parce que ça va effectuer donc 12 plus 15 divisé par 2 égale à 13,5. On va donc dire quoi en conclusion ici en bas? Ce code calcule et affiche dans une boîte de dialogue la moyenne trimestrielle à partir des notes séquentielles entrées au clavier. Ça c'est clair. Bien, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour ne surtout pas manquer toutes mes vidéos qui seront postées toujours sur la plateforme. Surtout, n'oublie pas de commenter, partage, n'oublie pas, commente et tu donnes ton avis, comment tu poses tes questions. Surtout, n'oublie pas cette collection, le leader, que tu es là à l'écran, elle va beaucoup t'aider, elle va te permettre de pouvoir faire tes recherches, de pouvoir améliorer ton niveau sur le plan scolaire, d'améliorer ton niveau pour pouvoir préparer les examens, pour te former en informatique. N'oublie surtout pas que tu peux m'écrire sur WhatsApp si tu as besoin de cette collection. N'oublie pas de poser des questions également sur ce numéro WhatsApp. Je rappelle que cette collection est disponible dans toutes les villes, dans plusieurs villes du Cameroun, Yaoundé, Douala, Bassam, Tang, est utilisé par plus de 50 000 personnes actuellement. Alors, également, n'oublie surtout pas de rester scotché également sur la plateforme Facebook, le leader en info, ou alors sur mon WhatsApp, ou également sur ma page YouTube, toujours le leader avec le même nom, le leader en info, pour suivre toutes les vidéos. Partage. Ravi de pouvoir échanger mes connaissances aujourd'hui avec vous et à plus.